Je suis Dr Valérie Magnien, je suis oncologue radiothérapeute et je vais vous parler aujourd'hui de ma vie après un cancer du sein et des clés pour pouvoir reprendre la santé et la prévention des rechutes. Bonjour, merci à toi Jean-Loup pour ma présence ici, pour ton soutien. Et puis aussi pour le merveilleux cadeau que tu nous as fait avec l'écriture de ce livre d'oncologie intégrative que vous devriez tous avoir. Oui, effectivement, en 2009, j'étais présente sur ce congrès mémorable. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. D'ailleurs, beaucoup d'eau coule sous les ponts actuellement. Donc je suis partie une dizaine d'années exercer au CHU à l'île de la Réunion. C'était une merveilleuse expérience pour moi. Et puis 2020, coup de tonnerre, Covid, confinement et cancer du sein. J'ai donc décidé d'arrêter d'exercer la radiothérapie et puis de me consacrer à l'ouverture d'une consultation d'accompagnement des patients en cours de traitement et après traitement. Et donc, en tant que patiente, je voulais vous délivrer ces clés que j'ai vécues moi-même et devenez responsable et acteur de votre santé quand vous avez eu un cancer. Ne vous considérez pas comme une victime, vivez la maladie comme un message et surtout gardez le moral. Apprenez à vivre mieux et différemment et faites de votre cancer une chance et une force. Et puis aussi travailler sur vous, en psychothérapie, le lien, la relation entre le corps et l'esprit. Alors après cette fameuse pandémie de Covid, on assiste à une pandémie de cancer. Les chiffres de l'OMS sont assez terribles puisque d'ici 2050, on va avoir une augmentation de 77% de l'incidence. En France, on est en 2023 à 433 136 décès, principalement cancer du sein chez la femme, cancer de prostate, cancer colorectal et cancer du poumon. On voit par ailleurs l'émergence de cancers comme le cancer du pancréas qui sont en train d'exploser. Et puis, on a aussi la médaille d'or, on est champion du monde en termes d'incidence des cancers du sein. Donc ma consultation, en fait, elle concerne la prévention tertiaire. Donc c'est la prévention des rechutes. Eh bien ça, c'est bien le parent pauvre de la médecine oncologique. D'ailleurs, la prévention tertiaire, elle n'est pas du tout enseignée dans nos études. Le cancer, oui, est une maladie environnementale, 85% des cas. En fait, on assiste à un bouleversement de notre mode de vie dans l'après-guerre. Et puis des phénomènes aussi étonnants, c'est que les enfants adoptés ont le risque de cancer de leurs parents adoptés. Et puis les phénomènes de migration aussi. Et enfin, on assiste à une incidence augmentée de cancer chez les sujets jeunes. Vous le voyez autour de vous, une incidence augmentée de 79%. Vous voyez sur cette carte, principalement, l'explosion se fait dans les pays industrialisés. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de votre environnement. Et tout d'abord, après cancer, il va falloir changer votre alimentation. Manger en pleine conscience. Des choses évidentes, mais ne pas manger si vous n'avez pas faim. Manger peu après un stress, notamment éviter les protéines. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Savoir apprécier vos aliments, ne pas manger trop et surtout ne pas culpabiliser si vous mangez trop. Et puis quelque chose d'extrêmement important, mastiquer et manger lentement. Plus vous allez mastiquer, plus vous allez produire de la salive et dans la salive, vous avez une enzyme, l'amylase, et il existe un polymorphisme du gène, l'amylase alpha 1, qui fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la digestion de l'amidon. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, l'évolution du génome s'est fait par rapport à la révolution agricole il y a 12 000 ans. Et il faut aussi ne pas négliger votre bouche, car elle peut être le siège d'une inflammation chronique. Et d'ailleurs, on fait le lien maintenant entre la parodontite et le cancer, avec notamment une bactérie
le Fusobacterium nucleatum, qui va pouvoir diffuser par voie digestive, par voie hématogène, et conduire à des maladies systémiques, dont les cancers, notamment les cancers de la cavité buccale et les cancers du côlon. Et puis ces microbiotes, donc il y a un microbiote dans la bouche, ils communiquent entre eux. Et on voit par exemple une colonisation d'une bactérie Klebsiella orale qu'on va retrouver au niveau du côlon et qui va être associée à une activation aberrante du système immunitaire. Il faut savoir que près de la moitié de la population mondiale souffre de maladies parodontales. Et là, ça ne va pas aller en s'arrangeant vu l'économie de la santé. Et donc, au niveau de la bouche, en fait, au niveau de vos dents, la région critique, c'est le sillon gingivo-dentaire, où va se mettre en place un biofilm bactérien. Et ce biofilm bactérien va pouvoir diffuser par voie hématogène. Et en fait, on retrouve la même problématique au niveau de l'intestin avec ce fameux leaky gut qu'on appelle donc l'hyperperméabilité intestinale. En fait, on va retrouver cette même problématique au niveau de la bouche et on parle maintenant de leaky gum. Donc, il faut absolument éviter les saignements de gencives. Et c'était ma problématique. Donc, en France, on ne nous enseigne pas la façon de nous laver les dents. On n'a pas d'hygiéniste. Donc, il faut absolument revoir votre façon de vous brosser les dents. Détartrage 2 fois par an. Privilégier les bains de bouche non agressifs. Utiliser des dentifrices bio pour vous mettre à l'abri des perturbateurs endocriniens. Et puis, vous pouvez aussi avoir recours à des dentifrices microbiotiques, en fait, qui contiennent des probiotiques et qui vont aller alimenter votre flore buccale. Et puis, si vous avez des amalgames, il faut avoir recours à un dentiste spécialiste. Et là, je vous ai mis mon panoramique dentaire. C'est le panoramique d'une petite fille qui mangeait des bonbons Haribo quand elle était petite et à qui on ne lavait pas les dents le soir. Donc, tout mercredi était consacré aux séances chez le dentiste. Et je me suis retrouvée avec beaucoup d'amalgames. Dont on sait qu'ils contiennent du mercure, mais la problématique étant qu'en vieillissant, ces amalgames créent des inflammations. Et donc après le cancer, j'ai pris la décision enfin de les faire enlever par une dentiste spécialiste. Vous voyez sur ce panoramique qu'il y a une dent en moins, et une dent qui a dû être arrachée. Et pourquoi j'ai cette dent en moins? Parce que je serre des dents et je me suis fracturé une dent à cause du stress, en fait. Et donc, ce problème soit de bruxisme, soit de serrage conduit à pas mal de problématiques. Les migraines, les tensions au niveau des trapèzes, l'usure des dents, et puis ça va aller jusqu'à la fracture. Donc, on peut avoir recours à une gouttière. Et puis, bien sûr, il faut travailler en psychothérapie sur la peur et le lâcher-prise. Alors, 2 aliments qui sont rentrés dans ma cuisine, c'est les crucifères et principalement le brocoli. J'étais pas très fan du brocoli, mais seulement, voilà, le brocoli est très intéressant parce qu'il contient des sulforaphanes et des indoles, dont on a vu, Patricia nous a dit, donc qu'il va avoir une action au niveau des enzymes de la détox, qui vont donc agir sur le métabolisme des 2,16-OH œstrogènes, et puis avec une protection contre les effets génotoxiques de certains cancérigènes. Donc, vous voyez, les sulforaphanes agissent comme de véritables anticancers puisqu'ils vont inhiber la prolifération, agir sur le métabolisme énergétique, arrêter la migration et l'invasion et induire l'apoptose. La petite photo que je vous ai mise, c'est du cresson de fontaine. Je ne savais pas, le cresson de fontaine fait partie des crucifères. Intéressant de consommer le cresson cru parce qu'il a plein de propriétés également. Deuxième aliment qui est rentré dans ma cuisine, c'est le soja. En tant qu'oncologue qui se respecte, je disais bien sûr à mes patientes, ne consommez pas de soja, ou très peu. J'ai un cancer du sein et je me mets à manger du soja 3 à 5 fois par semaine. Très belle étude qui montre que la consommation de soja a un bénéfice en termes de réduction du risque de décès et une réduction du risque de rechute. Et vous le voyez, ce n'est pas pour des grosses consommations. Cet effet-là, on l'a à partir de 10 grammes par jour. Et comme on l'a vu, donc c'est un effet modulateur en agissant sur les récepteurs aux œstrogènes bêta. Le sucre.
la voie de l'insuline n'est pas, elle va aller vers la voie de l'inflammation, donc elle va aller vers la production de cytokines. Elle va augmenter l'aromatase, donc augmenter les œstrogènes qui vont agir cette fois-ci sur les récepteurs œstrogènes alpha, et puis sur toutes les voies de signalisation du cancer. Donc il faut absolument lutter contre cet excès d'insuline. Alors réduisez vos sucres et vos céréales raffinées au profit des céréales complètes. Privilégiez le sucre des fruits, pas de grignotage sucré bien sûr. Et puis si vous consommez de l'alcool, revoir votre consommation d'alcool en réduisant le type et la façon de boire, donc plutôt le vin rouge en mangeant. Consommez les bonnes graisses, donc réduisez les acides gras saturés, graisse animale, huile de palme. Consommez des huiles végétales bio de qualité, olives, colza et lin en tête de file. On l'a dit, privilégiez les petits poissons gras riches en oméga 3, 3 fois par semaine, donc sardines, maquereaux, harengs, morues, flétans. Et attention aux oméga 6 avec l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire, qu'on va retrouver dans les viandes grasses et notamment l'huile de tournesol. Et puis, concernant les produits laitiers, privilégiez le lait de chèvre et le lait de brebis qui se rapprochent plus du lait humain. Pour ce qui est de mon histoire personnelle, j'avoue que je continue à consommer du comté, je suis jurassienne, et j'ai mis la photo de mes ancêtres. Mon grand-père et arrière-grand-père maternel étaient dans les alpages en Suisse, ils étaient pauvres, et en fait ils se nourrissaient principalement du fromage, et pour moi il y a probablement une part émotionnelle dans cette consommation du comté. Voilà. On ne peut pas faire des régimes restrictifs, voilà, il y a toujours des choses assez difficiles et on doit l'accepter. Réduisez votre consommation de viande en mangeant de la viande rouge de qualité, donc évitez la viande brésilienne notamment, une fois par semaine parce qu'elle va vous apporter du fer héminique. Donc on l'a dit sur le soja, en privilégiant les sojas bio parce qu'au moins ils vous mettent à l'abri des OGM. Et puis, une poignée par jour des noix, noisettes, amandes, pécans, les graines de lin, et 2 à 3 noix du Brésil par jour pour l'apport en sélénium. Le gluten, il faut savoir que les Français consomment 60 kg de pain par an, c'est beaucoup, et on est 6% d'hypersensibles, j'en fais partie, c'est-à-dire, non, on n'est pas à maladie cœliaque, mais on est hypersensible. Et donc le gluten, c'est vraiment une invention de l'homme. En fait, c'est l'humidification du blé, sa transformation, le pétrissage industriel, la cuisson de température qui vont faire qu'on va avoir ce gluten. Et ce gluten va se composer de gliadine et de gluténine. Et vous voyez en haut, les motifs de gliadine, en fait, ils sont toxiques pour notre santé parce qu'ils vont aller faire l'hyperperméabilité intestinale, ils vont agir sur le système immunitaire et sur l'inflammation. Faites attention à bien nourrir votre microbiote, donc consommez suffisamment de prébiotiques. C'est la saison des soupes, hein, donc les panais, les navets, les topinambours. Consommez des polyphénols, du curcuma, beaucoup de poissons gras, des aliments fermentés. Vous pouvez aussi passer par des cures de probiotiques. Éviter les pesticides, la prise inutile d'antibiotiques et d'antiacides. Mastiquer et manger lentement. Hein, la digestion commence dans la bouche. Il faut bien digérer pour ne pas avoir aggravé votre phénomène de dysbiose et ne pas manger trop de sucre et de viande. Le jeûne de moins de 13 heures par nuit augmente le risque de récidive de cancer du sein de 36%. Et on sait que un jeûne de durée plus longue va faire diminuer le taux d'hémoglobine glyquée. Un taux d'hémoglobine glyquée de plus de 7% augmente de 30% le risque de rechute. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à doser. Et puis ça peut aussi, pas chez tout le monde, mais en tout cas ça peut augmenter la durée du sommeil. L'environnement, donc une alimentation bio pour limiter les pesticides. Donc l'étude Nutrinet Cancer qui montre une réduction de 25% du risque de cancer quand on mange bio, une réduction de l'obésité, du diabète de type 2, et puis par les temps qui courent, une réduction de votre impact environnemental,
puisque c'est 34%, cette malbouffe, c'est 34% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 78% de l'utilisation de l'eau douce et c'est 90% des espèces de poissons surexploitées. Les aliments ultra transformés, on a eu une très belle présentation l'année dernière du professeur Anne-Marie Roussel. Donc c'est tous ces produits qui contiennent des produits de l'industrie. Je voulais rendre honneur aussi au docteur Anthony Fardet, qui a beaucoup mis en avant ces AUT et qui a créé une classification qui est certainement plus intéressante que le Nutri-Score, qui est la classification NOVA, que vous allez retrouver sur l'application Open Food Facts. Et vous voyez que là où on mange le plus d'aliments ultra transformés, c'est surtout le nord de l'Europe, avec encore un bassin méditerranéen plutôt protégé. Les perturbateurs endocriniens, je vais passer après la présentation de Patricia. Je veux juste simplement mettre à l'honneur les associations de santé environnementale, dont la CEF à Aix-en-Provence, et puis SERA en Rhône-Alpes, qui font un travail considérable. La cuisson des aliments, privilégier la cuisson vapeur douce, et puis éviter les fritures. Je suis désolée, mais les friteuses à air chaud pulsé, je tairai le nom commercial, donc peut-être vous l'offrira à Noël, mais en fait, c'est pas du tout bon pour notre santé, parce que la cuisson haute température va produire des acrylamides qui sont cancérigènes, et puis les revêtements de ces friteuses dans lesquelles on cuisine sans huile sont recouverts de PFAS et de bisphénol A. Ces PFAS, qu'on appelle les polluants éternels, on va les retrouver dans les contenants des poêles, casseroles, ustensiles, donc privilégiez l'inox. Il faut savoir qu'une seule fissure à la surface d'une casserole libère jusqu'à 9000 particules de plastique, et une poêle abîmée, Dieu sait si j'en ai usé des poêles Tefal quand j'étais étudiante, peut libérer jusqu'à 2,3 millions de particules. Et malheureusement, la loi du 30 mai 2024 qui vise à réduire l'exposition aux PFAS à partir de 2026 a exclu l'utilisation des ustensiles de cuisine. Ces PFAS, donc on appelle les substances per- et polyfluoroalkylées, vous connaissez le téflon, qui malheureusement a été une découverte accidentelle en 1938, comme l'aspartame, entre parenthèses. Donc il a des vertus qui ont simplifié nos vies, anti-adhésif, anti-feu. D'ailleurs, les pompiers sont maintenant considérés comme cancérigènes. La profession de pompier est cancérigène et ils sont anti-imperméables. Donc on en retrouve partout dans notre environnement et bien sûr dans nos aliments et dans l'eau. Et vous voyez qu'au niveau de notre santé, c'est pas bon du tout. Les femmes enceintes sont très exposées. Et puis, on va avoir des pathologies qui vont aller sur la thyroïde, le foie, des cancers du rein, du testicule, problèmes d'inflammation intestinale. Et puis, vous voyez la carte des contaminations en Europe. Maintenant, il y en a quasiment partout. Alors, ces PFAS, les PFOA, sont classés cancérigènes 2B. Le mécanisme de cancérogénèse, donc, ça passe par un phénomène de perturbateurs endocriniens, des altérations épigénétiques et des altérations métaboliques. Et donc, vous voyez sur le schéma de droite, donc méta-analyse, où vous avez les cancers du rein et les cancers du testicule qui sortent actuellement. Et c'est la problématique dans les casernes de pompiers. On retrouve maintenant beaucoup de pompiers avec des cancers jeunes pompiers avec des cancers du testicule. Que faire ? Eh bien, il y a un dosage biologique qui est possible. Il faut bien sûr réduire votre exposition et puis barricader votre intestin et agir sur la détox au niveau hépatique. Vous pouvez donc doser vos PFAS. Donc, c'est le laboratoire LIMS du professeur Castronovo qui le fait. Moi, j'ai fait mon dosage et j'ai des taux normaux. Concernant les analyses biologiques, je vais passer assez vite puisque cet après-midi, vous aurez la présentation du maestro des analyses fonctionnelles, le professeur Castronovo. J'ai simplement décidé de vous communiquer mon bilan après diagnostic pour vous montrer là où j'avais des défaillances, notamment ma vitamine D, il vous en parlera. Le taux optimal, ce n'est pas celui-là. Il faut monter au moins à 70 nanogrammes par millilitre pour avoir des effets extra-osseux de la vitamine D.
vitamine A et E, B9 un petit peu en excès, B12 ok, le cuivre, le zinc, je manquais pas de fer, un sélénium un peu augmenté, et ça c'est pas forcément très bon. Trop peu de sélénium pose problème, mais trop de sélénium pose problème aussi. C'était une petite erreur alimentaire sur une petite addiction aux noix du Brésil. Et puis le magnésium, mon taux de magnésium est normal, et c'est pour vous dire que même en cas de taux sanguin normal, moi j'ai tous les signes cliniques de la carence en magnésium, puisque j'ai un stress chronique, donc je suis obligée de me supplémenter toute l'année en magnésium. Une petite inflammation de bas grade que j'ai réussi à baisser depuis. Sur l'axe des sucres, j'avais une insuline, un index soma, hémoglobine glyquée plutôt bien, mais j'ai souffert toute ma vie d'hypoglycémie, donc j'avais déjà fait un travail sur ma problématique au sucre. Une homocystéine pas normale, elle doit être inférieure à 8, et en la redosant après supplémentation en vitamine B, méthylée notamment, j'ai du mal à la faire baisser, et du coup je suis allée voir un peu plus loin sur le polymorphisme d'une enzyme qu'on appelle la MTHFR, et j'ai un variant hétérozygote qui fait que j'ai 44% de mon enzyme qui ne fonctionne pas bien. Donc ça c'est intéressant. Je manquais de glutathion, c'est un gros problème sur ma détox, un coenzyme Q10 normal, et puis comme une grande partie d'entre vous, une carence en iode. J'ai aussi voulu aller voir au niveau de ma génomique l'ApoE, qui agit sur le métabolisme des glucides et des graisses. Et donc je suis ApoE3E3, ce qui me met à l'abri d'une éventuelle maladie d'Alzheimer. Mais sur mon alimentation, le régime cétogène, c'est pas pour moi. Moi, je dois consommer plutôt high fat, low carb, donc un régime plutôt méditerranéen, mais enrichi en graisse. Sur le métabolisme des œstrogènes, on peut aussi faire des analyses. Donc, je ne reviens pas sur les 3 voies de détox des œstrogènes. Et donc, moi, je suis allée doser mes métabolites urinaires 2,16 OH œstrone, une analyse d'urine, chez LIMS également. Et puis, donc, j'ai la chance d'avoir un rapport qui est normal à 2,7, donc je pousse vers la voie des 2 OH qui est la bonne voie. Mes acides gras, donc ça c'est ce qu'on appelle le profil des acides gras érythrocytaires, qui va pouvoir évaluer vos acides gras saturés, les oméga 6, les oméga 3 principalement, les acides gras trans. Donc au niveau des oméga 3, j'étais bien, parce que j'avais déjà pris l'habitude de consommer ces petits poissons gras, notamment les sardines, assez régulièrement. Par contre, au niveau des oméga 6, j'avais une petite carence en GLA, l'acide gamma-linolénique, qui est un modulateur de l'inflammation, puis qui agit aussi sur les peaux et les muqueuses pour limiter la sécheresse. Donc, je me suis simplement supplémentée en huile de bourrache. Mais surrénal, il faut savoir que dans ma vie professionnelle, j'ai fait 2 burn-out et j'avais jamais creusé la biologie. Et donc, j'ai voulu faire mon profil du cortisol salivaire, donc une étude du cortisol en 5 temps sur la journée. Et j'avais un profil après-cancer d'épuisement surrénalien. Ce qui allait avec mes taux biologiques de prénénolone et de DHEA qui étaient bas. Alors là, pour l'instant, je laisse le mystère sur ce petit rat malheureux. Vous aurez la réponse à la fin. Mon intestin, c'était mon point faible, mon gros point faible. J'ai fait faire une analyse du microbiote en métagénomique, toujours chez LIMS, et donc j'avais une dysbiose avec des bactéries productrices d'acides gras courte chaîne qui étaient insuffisantes. J'avais, vous voyez, la Klebsiella, ben, j'en avais beaucoup. Le Fusobacterium nucleatum qui donne les cancers du côlon, j'en avais beaucoup. Et puis j'avais cette fameuse bactérie Akkermansia mucinifila, j'en manquais. Et on sait qu'elle a un rôle important dans la barrière intestinale au niveau du mucus. Donc je suis allée aussi plus loin en allant voir mon polymorphisme au niveau de la FUT2. Et donc, qui permet la synthèse du fucosyl lactose,
qui intervient dans la composition du mucus. Et donc, j'étais sécréteur mais hétérozygote, ce qui fait que j'ai probablement intérêt à prendre des petites doses de fucosyl lactose. Ensuite, au niveau intestinal, j'avais une prolifération fongique. Et ça, c'est intéressant, surtout quand vous souffrez de compulsions sucrées. Le fait d'avoir envie de manger souvent du sucre, il faut penser à ce candidat albicans, parce que quand on va le traiter, ça va beaucoup mieux après. Bien entendu, j'avais une hypersensibilité au gluten et une hyperperméabilité avec un taux de LBP à 12,7. Alors voilà les compléments alimentaires de base. Donc ça, avec cela, on peut en rajouter d'autres en fonction de votre terrain. C'est sûr que c'est un coût parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça nécessite de prendre beaucoup de comprimés tous les jours. D'ailleurs, il faut passer souvent par l'achat d'un petit pilulier. Donc la base, c'est la vitamine D tous les jours. C'est mieux qu'en dose mensuelle ou trimestrielle. C'est beaucoup mieux absorbé, avec la cible minimum de 70 nanogrammes par millilitre. Il y a associé de la K2 qui va éviter les calcifications extra-osseuses, et puis il y a aussi une action anti-cancer, du magnésium sous différentes formes, avec ses cofacteurs, au moins 300 mg par jour, en cure ou toute l'année en fonction de vos besoins. Les oméga 3. On peut aussi, donc, si on a du mal à manger ou qu'on n'aime pas les petits poissons gras, donc prendre ces capsules d'oméga 3 en faisant attention à la qualité de ces huiles de poisson. Et puis des complexes multivitamines qui sont fort intéressants et qui en plus contiennent du zinc dont on sait qu'il est important notamment pour notre système immunitaire. Je passe maintenant à l'activité physique. Je passe brièvement sur les mécanismes physiologiques. Vous reconnaissez notre Léon national. Et donc, vous voyez, l'activité physique, elle va avoir pas mal de rôles. Le muscle agit comme une glande endocrine avec, lors de sa contraction, la production d'interleukine 6. Donc, intérêt de pratiquer l'activité physique, notamment avant une immunothérapie. Augmentation de la diponectine, diminution du TNF-alpha, donc rôle anti-inflammatoire, action sur les mitochondries, bien sûr, et puis une augmentation de la sensibilité à la leptine. Le sport agit comme un véritable anticancer. Hein, il agit sur l'angiogénèse, sur le système immunitaire, sur les voies de signalisation, sur la prolifération. C'est vraiment quelque chose quand même d'assez incroyable. Et puis cette étude de la Wells, une activité physique d'environ 3 heures par semaine, modérée à vigoureuse, c'est quand même 46% de moins de risque de mortalité, toutes causes confondues, et 39% de moins de risque de mortalité spécifique au cancer du sein. C'est énorme. On voit aussi des résultats intéressants dans les cancers du côlon et de la prostate. Et puis aussi, les CGR-Corps sur le cancer du pancréas, intérêt aussi l'activité physique pour les patients en première ligne qui ont des formes avancées ou métastatiques. L'activité physique est également très intéressante. Alors, on parle d'activité physique adaptée. C'est le sport sur ordonnance, donc les programmes d'APA, c'est 2 à 3 séances par semaine. Bon, il y a tous des critères qui sont bien définis. Et ces séances, elles sont exercées par des professionnels de l'APA. Donc, ça peut être des kinés, ça peut être des psychomotriciens, mais aussi des enseignants APAS. Donc, ils ont une licence mention STAPS, activité physique adaptée et santé. Il faut savoir que ces séances, contrairement à nom qu'elles portent, sport sur ordonnance, elles ne sont pas remboursées, mais elles sont souvent prises en charge par les mutuelles et les collectivités. Comment pratiquer 1 heure 3 fois par semaine? Moi, je trouve que c'est l'idéal. Si possible, en lien avec la nature. Alors après, à vous de voir en fonction de ce que vous préférez, seul, en groupe, avec d'autres patients, tout public, passer par des maisons sport santé. Voilà, et pratiquer une activité en endurance et en anaérobie. Moi, j'aime beaucoup les activités au froid parce qu'on va avoir une action sur le système immunitaire. Et puis intéressant aussi de pratiquer des activités en résistance musculaire parce qu'on s'est aperçu, notamment au niveau du triceps, qu'il y a des myokines spécifiques qui vont aller agir sur les cellules pancréatiques contre la production de cytokines.
Les freins, c'est qu'il faut un certificat médical de non-contre-indication. On peut passer par un bilan médical, parfois même une consultation d'aptitude au sport. Je collabore avec le docteur Marblé, qui est médecin du sport au CPMS à Marseille, et qui pratique ce genre de consultation, dont j'ai pu bénéficier d'ailleurs. Et puis les limitations sont vraiment importantes, donc on passe par une APA. Les contre-indications, bien sûr, il y en a. Et puis le frein principal, on va dire que c'est surtout l'absence de motivation. Ça, c'est un gros problème. Surtout chez les patients qui n'ont jamais fait de sport ou d'activité physique avant le cancer. Et pour ça, il y a une solution, danser. Vous avez un psychologue qui a travaillé sur l'effet de la danse sur le cancer, psychologue et danseur, Peter Lovat, anglo-saxon, et qui résume bien l'effet de la danse, l'action sociale. On sort de chez soi, on va vers les autres, on se libère l'esprit. Ceux qui dansent, vous savez que quand on prend un cours de danse, on est obligé de penser qu'à ses pas. On libère ses émotions, et c'est souvent des émotions de joie. Moi, je pratique les danses plutôt latines, et c'est vrai que c'est extrêmement joyeux. Et puis, ça permet de faire de l'activité physique. Donc là, les photos que vous voyez, c'est dans mon service de radiothérapie à La Réunion, où j'avais mis en place des cours de salsa pour les patients en cours de radiothérapie, et ça a été une expérience fabuleuse. La santé par l'eau m'intéresse également, avec les travaux du psychologue Matthew White, qui a défini ce qu'on appelle le Blue Space. Donc il a montré que vivre en bord de mer est bénéfique sur la santé mentale. On fait partie de ces privilégiés dans notre région. Mais il ne définit pas que le Blue Space comme la mer, ça peut être des rivières, des lacs, des fleuves, des mers et des océans. Le vecteur, ce n'est pas que l'activité physique, mais c'est aussi tout ce qui va autour de l'activité physique. Moi, je pratique tous les jeudis matins le paddle à la base nautique de la Pointe-Rouge, quelles que soient les conditions météo d'ailleurs. Parfois, ce n'est pas évident quand il y a Mistral. Et puis, j'ai la chance d'habiter à 2 pas de la Calanque de Morjou. Donc, ça me permet de pouvoir faire du snorkeling. C'est pour moi comme une méditation, de mettre la tête sous l'eau d'abord. Et puis, il y a cette symbolique de la mer qui est merveilleuse. Toutes ces personnes qui ont des problématiques de relation à la mer, c'est extrêmement enrichissant. Et puis, il y a bien sûr la contemplation, les odeurs, les sons, les couleurs. Et puis voilà, c'est une parenthèse de bonheur. Là, c'est notre cours. Donc, moi, je pratique en activité physique adaptée. Donc, on a un moniteur avec nous. Et ça permet d'avoir des moments en mer de communication entre nous qui sont très, très beaux. Cette étude qui a le mérite d'exister, une étude espagnole qui a voulu évaluer l'effet de l'activité en mer par rapport aux patients atteints de cancer. Bien sûr, peu de patients. Toujours est-il qu'ils ont pu montrer qu'on avait moins de tension, moins de colère et qu'on avait une meilleure humeur. De toute façon, il n'y a pas besoin d'études pour démontrer qu'au bord de l'eau, on se sent beaucoup mieux. Lutter contre le stress. Et oui, le stress chronique favorise la croissance des tumeurs. Cette étude chez la souris, cancer de l'ovaire, donc la souris soumise au stress, augmentation de l'ogiogénèse et puis augmentation de la tumeur. Et puis aussi, cette autre étude qui montre que les corticoïdes provoquent la formation de ce qu'ils appellent des nets, des pièges extracellulaires à neutrophiles, qui agissent, en fait, ça ressemble à ces petites méduses là, et qui en fait vont favoriser la propagation des cancers et le micro-environnement favorisant les métastases. Vous voyez, ce cycle du cortisol, il est pronostique dans le cancer du sein. Les patientes qui ont des courbes de cortisol plat, un peu comme j'ai moi, elles ont une survie moins bonne que les autres. Comment faire pour lutter contre le stress? La respiration, empruntée du pranayama, la respiration yogique qu'on peut pratiquer tous les matins, la respiration 3-6 que j'ai pratiquée tout à l'heure avant de parler, la cohérence cardiaque qui permet d'avoir une bonne résonance entre notre cœur et nos poumons, que je trouve qui est peut-être pas si finalement beaucoup utilisé que ça par les patients.
Et puis on peut aller vers les micronutriments, donc aller rechercher la tyrosine en prenant un petit déjeuner riche en protéines, le L-tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine qu'on va retrouver dans le griffonia, mais tout simplement dans le petit carré de chocolat noir à 17 heures. Bien sûr, le magnésium, la vitamine D, le zinc et certaines vitamines du groupe B. Les plantes adaptogènes sont intéressantes puisqu'elles agissent sur la surrénale sans avoir les effets minéralocorticoïdes. Et puis elles ont une action de modération immunitaire par la présence des polysaccharides. J'en ai cité 3, mais il y en a plein. J'aime beaucoup l'ashwagandha, le ginseng de Sibérie et puis la rhodiola, qu'on appelle l'orpin rose de Sibérie. Et je trouve sur cette photo, vous voyez, cette résilience dont est capable cette plante de pouvoir pousser en milieu extrêmement hostile en Sibérie. Les troubles cognitifs, beaucoup de patients en souffrent, moi-même également. Ils sont liés au traitement du cancer, notamment l'hormonothérapie, avec des troubles de la mémoire, de la concentration, une sensibilité au stress, des difficultés d'apprentissage. Et puis, attention, intrication avec les infections Covid. Donc, quand vous avez un Covid, prenez-le bien en charge pour éviter d'aller vers un Covid long neurologique qui complique grandement la situation des patients. Et les axes d'amélioration des fonctions cognitives, elles vont passer par de la complémentation alimentaire, donc lutter contre la neuroinflammation, soutenir le métabolisme de l'homocystéine, lutter contre le stress oxydatif, stimuler la détox et, comme vous allez le voir cet après-midi, soutenir ces fameuses mitochondries. Les soins énergétiques, moi j'y ai recours personnellement. Ça peut être de la médecine chinoise, de l'acupuncture, du yoga, du magnétisme, du reiki, des massages, de la réflexologie. Mieux dormir, un petit clin d'œil au gouzou de l'île de la Réunion pour ceux qui connaissent Jace. Le sommeil est facteur pronostic du cancer, donc la survie est moins bonne pour les patients qui dorment moins. Le travail de nuit est cancérigène probable chez l'homme pour le cirque. Et d'ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le cas d'une infirmière de nuit comme maladie professionnelle. Mais ce n'est pas pour autant que ça figure au tableau des maladies professionnelles. Et j'ai beaucoup de patients, de patientes notamment dans ma patientèle d'infirmières, sages-femmes, personnel navigant aussi. Le risque de cancer du sein augmente de 26% en cas de travail de nuit chez les femmes non ménopausées. Et bien sûr, c'est sûr que c'est une lourdeur juridique d'aller le déclarer, mais je pense qu'il faut le faire. La mélatonine, c'est vraiment le messager de la nuit, donc elle est principalement sécrétée par la glande pinéale. Et donc, comme vous le voyez, la mélatonine à dose plus élevée que celle qu'on va trouver en vente libre, donc à des doses de 20 mg à donner au coucher, on va avoir une véritable action anti-cancer en agissant sur l'apoptose, sur l'immunité, sur l'angiogénèse, un effet antioxydant. Voilà, c'est vraiment quelques molécules assez fabuleuses. Comment prendre en charge ces troubles du sommeil? L'allopathie, bien sûr, hein, parfois on est obligé d'y avoir recours avec les effets secondaires et les dépendances. On peut aussi passer par des soins alternatifs, yoga, acupuncture, hypnose, la méditation très intéressante. La mélatonine, alors moi j'ai trouvé une forme de mélatonine que je trouve bien, c'est les patchs buccaux. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet de premier passage hépatique avec une meilleure efficacité. Les plantes, dont l'écholsia, la fameuse écholsia, l'homéopathie, on a vu le jeûne et la micronutrition avec le magnésium, le GABA, la L-théanine du thé. J'aime beaucoup les huiles essentielles. Il y en a 2 qui sont chères à mon cœur et qui sont vraiment intéressantes en cas de problème de sommeil. La lavande fine, qu'on appelle l'or bleu provençal, qui est anxiolytique, elle fait partie de la famille des esters. Et puis une autre île qui me rappelle la Réunion, c'est l'ilang-ilang, la fleur des fleurs en malgache, qui est une huile du lâcher-prise. Et donc vous allez pouvoir respirer. Et, vous avez des petits sticks inhalateurs qui vous permettent de respirer ces huiles. Enfin, donc cultiver l'optimisme et travailler vos émotions. Voilà, quand le diagnostic tombe, vous avez eu les mêmes questions que j'ai. Pourquoi le cancer? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Surtout moi, en tant que cancérologue, je ne comprenais pas. J'avais vraiment vécu ça comme une injustice.
mais la maladie prend sens. Et il faut vraiment surmonter ce ressentiment et savoir que regarder la mort en face, mais ça change la vie. On voit beaucoup de cancers du dévouement, notamment dans le personnel soignant. Il faut vraiment s'autoriser à vivre pour soi. On parle du soigné, mais c'est vrai que les soignants, j'ai beaucoup aussi dans ma patientèle de soignants, et c'est une problématique souvent d'oubli de soi. Les Zeigarnik, toujours dire ce qu'on a sur le cœur et terminer une relation, un projet, un travail pour pouvoir tourner la page. Donner du sens. Dans mon questionnaire de ma consultation, je vais essayer d'évaluer les blessures émotionnelles. Les patients se confient très facilement à moi et il n'y a pas forcément des traumatismes, mais je retrouve très souvent des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, souvent en lien avec des relations parentales compliquées. Et puis parfois avec des traumatismes, donc on va retrouver des maltraitances, violences physiques, viols et inceste. On retrouve le rôle de la peur et des pensées négatives et de la culpabilité. Et puis je voudrais rendre hommage aussi au professeur Anne-Ancelin Schutzenberger, notre regretté Anne-Ancelin, que j'avais pu interviewer en 2009 lors du congrès, et qui disait « Ce qui ne s'exprime pas par des mots MOTS s'imprime et s'exprime par des mots MAUX ». Alors il faut se libérer du poids des émotions. Ce sont les travaux notamment du psychologue Laurence Lichan. Suis-je capable d'exprimer ma colère lorsque je suis furieux? Est-ce que j'essaie de tirer le meilleur parti des choses, quoi qu'il arrive, sans jamais me plaindre? Ai-je divers centres d'intérêt et sources de plaisir dans la vie, où toute mon énergie est-elle centrée sur une relation particulière, de sorte que si je venais à perdre cette relation, je n'aurais plus de raison de vivre? C'est ce qu'on appelle la perte d'objet d'amour qu'on retrouve très souvent dans la problématique du cancer. Est-ce que je me considère comme quelqu'un digne d'être aimé? Est-ce que je me sens souvent seule, isolée, rejetée? Est-ce que j'ai fait de ma vie ce que je voulais en faire? Et c'est la question que je leur pose, que je vous pose. Suis-je à ma place? Et puis enfin, une très belle question, qu'est-ce qui me rend heureux? Si j'apprenais qu'il ne me restait plus que 6 mois à vivre, continuerais-je à mener la même vie? Alors les outils pour ces émotions, il y en a plein. Psychothérapie, psychanalyse, hypnose, le MDR, les groupes de parole, la psychogénéalogie, chère à Anne-Ancelin, les constellations familiales, l'art-thérapie, puis les exercices de respiration. On sait que par exemple le diaphragme et le psoas sont de véritables éponges émotionnelles. Donc la respiration, les automassages du diaphragme, le yoga. Il faut agir, donc s'entourer de personnes optimistes. C'est tout le rôle des réseaux de soutien et du centre ressources que je tiens à remercier infiniment pour leur existence. Et puis prendre plaisir à vivre et vivre pour soi, se projeter dans l'avenir, se répéter tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Croire. Croyez en vos traitements et croyez en votre oncologue. Et puis, l'effet Arnès de Kobasa, savoir dire non, avoir la gratitude de son traitement. J'ai remercié mon traitement, ma première boîte de tamoxifène, j'ai dessiné un gros cœur dessus, et puis avoir l'estime de soi. Enfin, cette ordonnance qu'on pourrait vous prescrire, c'est la relaxation 3 fois par jour, et puis les 4 plaisirs par jour dont parlait Anne-Ancelin. Et pour revenir à ce petit rat malheureux de tout à l'heure, je voulais saluer les travaux du professeur Michael Minet sur les rats mal léchés. Vous savez que le léchage chez le rat, c'est l'équivalent de la caresse chez l'humain. Et les rats qui lèchent fréquemment leurs petits rats qui ont un instinct maternel élevé ont des portées peu stressées. Et vous voyez que celles qui n'ont pas d'instinct maternel et qui vont peu lécher leurs rats vont avoir des portées stressées. Et il a pu mettre en évidence que c'était le gène NRC3,1 du récepteur du cortisol qui était éteint, hyperméthylé, d'où la concentration de cortisol libre dans le sang qui était augmentée chez ces petits rats stressés. Et donc, câlinez-vous et surtout câlinez beaucoup les enfants autour de vous. Pour finir, je voulais saluer aussi cet ouvrage « Les 5 regrets des personnes en fin de vie » d'une infirmière australienne qui travaillait dans les services de soins palliatifs. Et voilà les 5 regrets.
Je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Je regrette d'avoir travaillé autant. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Et je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Et j'avais trouvé cette plaque au cimetière marin de Saint-Paul à La Réunion que je trouve magnifique. Ne pleurez pas, j'ai vécu tout ce que j'ai voulu. Et ça va dans le sens des paroles de Bob Marley. Je suis riche de la vie pour toujours. Et pour finir, parole sage de Gandhi. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Je vous remercie. Je vous invite pour la pause à, juste avant, câliner la personne qui est à côté d'eux.